Puis, le projet Spacewatch de surveillance du ciel a été mis en place. Et depuis, on en a découvert des astéroïdes. Et avec des trajectoires bien rassurantes en plus. De manière générique, on appelle ces objets des géocroiseurs, bien qu'un géocroiseur soit censé croiser l'orbite de la Terre. Et c'est pas le cas de la plupart d'entre eux qui ne font que s'approcher. On devrait alors parler de Near Earth Objects. Quoi qu'il en soit, ces cailloux de quelques mètres à plusieurs kilomètres frôlent la Terre à des distances allant de plusieurs millions de kilomètres à seulement quelques kilomètres. Comme celui-ci qui a rebondi sur l'atmosphère en 1972 au-dessus des États-Unis avant de repartir dans l'espace. C'est rassurant, hein ? En 1995, lors d'une conférence des Nations Unies, est présenté ce qui deviendra quelques années plus tard l'échelle de Turing. C'est une échelle qui sert à classer le risque de collision entre la Terre et un astéroïde. De temps en temps, un astéroïde arrive au niveau 1. Le record est détenu par l'astéroïde Apophis qui est brièvement monté au niveau 4. Avant qu'on se rende compte qu'en fait non, il n'y avait pas de risque de collision. Auparavant, le niveau 1 s'appelait « événement méritant l'attention ». Mais ça créait un tel shitstorm dans les médias dès qu'un astéroïde arrivait au niveau 1 qu'on a ensuite décidé de le renommer en niveau normal. Pour éviter, vous savez, putaclic, tout ça. Les agences spatiales, et notamment la NASA, réfléchissent à des solutions de sauvetage de la Terre si celle-ci se retrouvait menacée par un très gros caillou. Mais qu'on se le dise, pas besoin de Bruce Willis qui fait des trous dans une comète ou de bombes nucléaires pour espérer l'atomiser. En fait, ça servirait même plutôt à rien. Les gros objets, suffisamment gros pour représenter un danger réel, sont visibles de plus loin. Et comme le système solaire n'est qu'une gigantesque partie de billard cosmique, la solution la plus simple est encore de s'y prendre le plus tôt possible et de leur envoyer un impacteur de quelques dizaines ou centaines de kilos. Ce petit impact de rien du tout modifierait leur trajectoire de manière infime. Mais un décalage infime, après avoir parcouru des milliards de kilomètres, c'est assez pour passer d'une collision à un frôlement. Évidemment, tous les astéroïdes n'ont pas la même composition et en fonction de... À l'époque où les sondes et les télescopes spatiaux n'existaient pas, certains astronomes ont cru voir des canaux sur Mars. Ça ne faisait pas l'unanimité dans la communauté scientifique, mais Percival Lowell était persuadé que des habitants les avaient construits. Cette idée s'est très largement répandue au sein du grand public et le mythe des Martiens était né, avec l'aide également de la littérature. Deux œuvres sont particulièrement emblématiques. La guerre des mondes de Wells, publiée en 1898 et qui raconte l'attaque de Londres par des Martiens, et A Princess of Mars d'Edgar Burrow, publiée en 1917 et où l'on trouve des Martiens verts. Non, et maintenant... écoute, c'était de la fiction, ils avaient le droit. Bon, mais si je te dis qu'on croyait encore à l'existence des Martiens dans les années 60, ça va t'énerver encore plus ou pas? Oula. Ah oui, quand même. En fait, l'idée a été totalement abandonnée en 1965, lorsque la sonde américaine Mariner 4 a renvoyé les toutes premières images de Mars, sans aucune trace de civilisation martienne dessus. Nous sommes en janvier 71. Stuart Roosa s'entraîne pour la mission Apollo 14, où il sera le pilote du module de commande. À défaut de se poser sur la Lune, il va tourner autour d'elle tandis que le commandant Alan Shepard et le pilote du module lunaire Edgar Mitchell exploreront la surface. Ed Cliff, chef du service national des forêts de l'époque, contacte alors Stuart Roosa avec une proposition pour le moins originale. Emporter avec lui des graines de différents arbres qui orbiteront avec lui autour de la Lune et reviendront sur Terre pour être plantées dans différents endroits sur la planète. Roosa est enthousiasmé par l'idée et la NASA approuve. Dans son sac personnel, environ 500 graines de Pinus taeda, de sycamore, de copalme d'Amérique, de séquoia à feuilles d'if et de Pseudotsuga menziesi décollent pour la Lune le 31 janvier 71. Du 4 au 7 février, Roosa et les graines vont faire 34 tours de Lune, tandis que Shepard et Mitchell exploreront la surface lunaire. Et le 9 février, Apollo 14 amérit sans problème sur Terre. Après le vol, le conteneur de graines subit une décontamination réglementaire. Mais une erreur expose le conteneur au vide et il éclate. À ce moment-là, on doute que les graines puissent avoir survécu. Le service des forêts récupère les graines et les fait pourtant germer avec succès. Pendant 4 ans, 420 des 500 graines grandissent lentement. Il va maintenant falloir les planter, et ça tombe bien, l'année 76 est sur le point de démarrer.
Et cette année-là, c'est le bicentenaire de l'indépendance des États-Unis. Au voisinage du trou noir. Ces rayons sont émis par la matière chauffée dans l'anneau de gaz qui entoure l'objet compact et ils sont d'autant plus déviés qu'ils sont proches de lui. La vision qui en résulte est troublante. Des images déformées des deux faces du disque apparaissent simultanément à l'observateur et forment des arcs de lumière qui entourent l'horizon des événements. Si ça vous semble pas intuitif du tout, c'est normal. Pourtant, le trou noir d'Interstellar néglige un élément essentiel, l'effet Doppler relativiste. Comme le gaz du disque tourne à des vitesses proches de celles de la lumière, la partie du disque qui arrive vers l'observateur semble plus brillante que celle qui s'en éloigne, ce qui a pour effet de rendre l'image du trou noir beaucoup moins symétrique que celui d'Interstellar. Si Gargantua se voulait vraiment réaliste, un voyage près de lui ressemblerait donc plutôt à ça. Mais pour ne pas perturber le spectateur, cet effet n'a pas été inclus dans le film. Comme quoi, à Hollywood, même les trous noirs se maquillent. Bon, on sait maintenant à quoi il ressemble. Mais qu'est-ce qui se passerait si un astronaute un peu fou décidait de s'approcher un chouïa trop près? Bon, je vous aurais bien montré, mais c'est une idée tellement débile qu'il faudrait être totalement pour l'accepter. Attends une minute. On aurait besoin de vos services. Il s'agirait d'envoyer un colis dans le premier trou noir venu. Ah ouais. Et quel type de colis, citoyen? T'essayes de m'aider à rentrer maison, Annie? Oui, Jar Jar, tu vas bientôt rentrer chez toi. Et arrête de m'appeler Annie. Ah, ok, donc t'es Annie. Je pense que c'est un job qui voulait faire. Oui, ok, c'est bon, je te le fais gratos.